Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Stories. Au sommaire, ce samedi, Green Beauty, innovation, disruption, plongée dans le monde de la beauté de demain avec Céline Brucker, la directrice générale de la division Grand Public France de L'Oréal. Justine Hutto, co-créatrice, cofondatrice de Respire, nous éclairera aussi sur ce sujet de l'innovation qui est la pierre angulaire de la marque. En seconde partie, nous irons rencontrer des entrepreneurs en Arctique avec Chiara De Andreis et puis nous explorerons la stratégie, le cap et peut-être la crise de croissance de l'entreprise La Belle Vie. Smart Stories, c'est parti. Et c'est Smart Tomorrow pour ouvrir le bal de cette émission Smart Stories avec Justine Hutto, cofondatrice de Respire. Bonjour Justine, on est ravis de vous retrouver. Et Céline Brucker, directrice générale de la division Grand Public France de L'Oréal. On va parler innovation avec vous, Céline Brucker. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu, dans un premier temps, pour commencer cette émission, Justine, que vous mettiez l'accent sur ce sujet. Au sein de Respire, comment ça se passe? Est-ce que c'est, oui ou non, la pierre angulaire de votre stratégie? Bien, je suis ravie, Capucine, aujourd'hui de vous retrouver justement pour parler du développement produit chez Respire, mais au sein des jeunes marques de cosmétiques. Déjà parce que beaucoup de personnes se demandent comment nous, en tant que jeune entreprise, on arrive à sortir autant de produits d'hygiène, mais aussi parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'être avec Céline Brucker, qui va pouvoir nous parler aussi du développement produit chez L'Oréal, qui est quand même le premier groupe cosmétique au monde, et en plus français. Donc on a cette fierté. Alors pour vous redonner un peu de contexte, chez Respire, c'est 15 produits d'hygiène naturelle, notamment des dentifrices, shampoings solides, savons, crèmes solaires, déodorants. Et tout est fait en France. Nos produits sont véganes, sont naturels et on va plus loin que la réglementation en écartant les ingrédients qui sont autorisés mais controversés, et ça par mesure de précaution. Alors un développement produit, pour tout vous dire, mis bout à bout chez Respire, en tout cas et dans les jeunes marques, c'est en moyenne 9 mois de développement. Donc nous, on est actuellement en train de travailler sur le développement des produits pour 2022. Je pense que chez L'Oréal, c'est un peu différent que le développement produit aujourd'hui et pour 2024 même. Il y a beaucoup d'avance, on va en parler. On va très vite aussi. Voilà, j'imagine. Donc on va en Mais parler. vous voyez peut-être à beaucoup plus long terme que chez Respire, justement. On travaille sur les deux horizons de temps. On sait être très réactif quand il faut l'être. Et puis évidemment, les produits qui nécessitent plus de développement et plus long, on est aussi évidemment dans cette... On enchaîne, Justine. Alors, le développement, je vais vous en parler en 6 étapes. D'abord, la première étape, c'est on part de la communauté. C'est le plus important. On sonde notre communauté. On est hyper présent sur les réseaux sociaux. On a une proximité avec cette communauté pour leur demander ce qu'ils souhaitent comme produit, répondre exactement à leurs besoins. Donc, en fait, c'est juste incroyable. On vit à une époque qui est fantastique puisqu'on vit à une époque où les gens deviennent complètement acteurs de leur consommation. Ils souhaitent en savoir plus sur les produits qu'ils consomment. Ils souhaitent s'investir et ils souhaitent co-créer les produits. Et ça veut dire que le consommateur, il peut être à l'origine, clairement, de la création d'un produit? Exactement. Nous, on a la chance d'avoir une communauté de plus de 100 000 personnes qui s'engagent à nos côtés pour développer nos produits. Donc quel type de produit avez-vous créé parce que quelqu'un vous l'a demandé? Tous nos produits. Les déodorants, on a lancé les mini déodorants parce que la communauté nous les avait demandés. Le shampoing solide, c'est clairement un produit qui était demandé par la communauté. Alors j'imaginais pas que c'était un marché aussi gros, mais en fait la communauté nous demande des valeurs encore plus éco-responsables, d'aller sur des axes en fait que eux souhaitent aujourd'hui dans la société de consommation. Donc c'est vraiment des produits, ils nous donnent l'idée d'origine des produits et nous on les développe, on les travaille avec eux. Alors une fois qu'ils nous ont donné ces idées-là, en fait c'est un peu comme un triptyque ce développement produit. Il y a nous d'abord qui décidions quel produit on veut créer, mais il y a aussi les idées de la communauté qui nous permettent de choisir les produits et ensuite l'élaboration avec des experts scientifiques qui nous aident clairement à développer les produits. C'est eux qui ont l'expertise, donc on leur fait un brief qui est très clair et d'ailleurs on est hyper exigeant sur les ingrédients qu'on utilise et notre objectif c'est de remplacer les ingrédients synthétiques en ingrédients naturels tout en ayant une super sensorialité, quelque chose de super efficace, donc faire que le shampoing solide ou le déodorant, le dentifrice naturel il mousse et ça c'est quand même assez complexe. Voilà, donc dès qu'on fait nos briefs, ensuite il y a toute la recherche et développement qui est mise en place avec le laboratoire partenaire. Et là on va parler des laboratoires partenaires, là aussi avec L'Oréal tout à l'heure. Exactement, donc nous on travaille avec des laboratoires partenaires, on n'a aucun laboratoire en interne chez Respire et on bosse uniquement avec des laboratoires français puisque ça nous permet d'avoir un gage de qualité, ça nous permet de nouer des liens avec eux, une vraie relation et surtout de s'assurer qu'ils partagent nos valeurs et notre ambition. Et c'est ce qui nous permet à nous,
en tant que petite marque, d'avoir une expertise produit qui est très forte en bénéficiant du savoir-faire d'experts qui travaillent dans l'industrie cosmétique depuis des années. Notamment, le laboratoire avec qui on travaille sur le déodorant depuis le début de Respire, c'est plus de 30 ans d'expertise. Qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez mis en place cette formule, Justine ? Alors une fois qu'on a testé plusieurs formules, qu'on a trouvé les 2-3 formules qui nous plaisent vraiment avec le laboratoire, on les fait tester à notre communauté. Et ça, c'est super important. On fait venir des testeurs chez nous. Donc là, le dernier test qu'on a fait, c'est début septembre. 400 testeurs qui sont venus à la Maison Respire dans nos bureaux, chercher leur format de déodorant stick, puisqu'on va lancer un déodorant solide. Et donc, ils sont venus chercher 400 tests de déodorant solide pour les tester chez eux pendant 2 semaines, puis nous donner des retours via des sondages. Ça nous permet de choisir la bonne formule avec le bon partenaire, le bon laboratoire, ou alors de retravailler la formule si jamais c'est pas la bonne. Ensuite, les 2 dernières étapes, vous les connaissez très bien, en tout cas Céline Brucker, c'est les tests réglementaires. Clairement, on les a tous, et qu'on soit une petite marque ou une grande marque, on passe tous par les mêmes tests obligatoires pour pouvoir mettre le produit sur le marché. Donc il s'agit de tests qui sont faits par des toxicologues indépendants. Et ensuite, il y a la production et la livraison du produit. Toute la production est faite en France pour nous, et on livre le produit directement s'il a commandé sur notre site respire.co, ou alors il va l'acheter chez Monoprix, chez Sephora ou en pharmacie. Pour conclure, on est bien sûr beaucoup plus petit que L'Oréal, mais en s'appuyant sur notre communauté et l'expertise des laboratoires français, on sait fabriquer de bons produits que nos clients adorent. Et notre grande force, c'est notre communauté engagée qui nous aide à développer les produits et notre petite taille qui nous permet d'être très réactifs et bien organisés. Alors, après, on reste une goutte dans l'océan du marché des soins d'hygiène, et on a encore un assortiment produit qui est très restreint, mais on a de grandes ambitions. Et qu'est-ce que ça évoque chez vous d'entendre justement une marque comme Respire ? Est-ce que ça bouscule un peu le marché ? Est-ce que ça réveille des choses chez vous ? Vous êtes à l'écoute en permanence de marques plus agiles ? C'est formidable de voir cette énergie, de voir de jeunes entrepreneurs s'intéresser à l'hygiène beauté. Je pense que toutes les bonnes idées créatives sont évidemment les bienvenues, et c'est très stimulant d'avoir de jeunes entrepreneurs s'intéresser à l'hygiène beauté. Donc c'est une très bonne nouvelle, et bravo pour votre réussite. On va faire une plongée avec vous dans cette beauté de demain, Céline Brucker, la beauté connectée, la beauty tech comme on l'appelle. Comment une entreprise comme L'Oréal prend-elle le train de l'innovation ? Vous vous occupez, donc je l'ai dit, directrice générale de la division Grand Public France, avec des marques comme Cadom, Dop, Desange, L'Oréal Paris, Mixa. Ce marché de la grande distribution, il est en pleine évolution, notamment sous l'impulsion de ce qui se passe avec des petites marques plus alertes sur le digital, plus agiles. Est-ce qu'il est devenu de plus en plus difficile pour L'Oréal de trouver sa place sur ce marché aujourd'hui? Non, je pense qu'heureusement, il y a de la place pour tous les acteurs, et aujourd'hui, les consommateurs sont vraiment en recherche de sens et de marques très engagées et très patrimoniales. Donc on a la chance, dans toutes les marques que vous avez citées, d'avoir de nombreuses marques avec lesquelles les Français ont grandi. Puis il y a des marques qu'on a créées. On a créé une marque bio, par exemple, il y a 2 ans, qui s'appelle la Provençale Bio, qui est une marque 100% fabriquée en France, avec un patrimoine en Provence, basé à l'huile d'olive, qu'on extrait, qu'on a des oliviers en Provence qui sont dédiés à cette marque. On extrait ça dans un moulin juste à côté, et on a toute une gamme qui marche extrêmement bien. Voilà, c'est une gamme de soins qu'on vend en grande surface, et parce que L'Oréal, on a une grande mission, et à la division des produits publics en particulier, de démocratiser le meilleur de la beauté. Donc vraiment, et c'est une mission qui est particulièrement importante et que je trouve assez noble. Vous l'avez toujours eu, cette mission? On l'a toujours eu, et plus que jamais dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on voit des tensions sur le pouvoir d'achat, etc. C'est très important de pouvoir offrir des très bons produits de beauté, et le bio en particulier, qui était quand même très cher par le passé, vraiment pouvoir donner accès à tous les portefeuilles, c'était vraiment une mission importante qu'on s'est donnée. Donc on a lancé cette marque, la Provençale Bio. On a lancé du bio aussi sur une marque comme Mixa, sur Cadom, sur Garnier, et ça permet vraiment d'avoir un accès à différents prix sur de produits d'excellente qualité. Alors vous parlez pouvoir d'achat, on est en pleine crise économique, sanitaire, on va en parler, mais crise économique. Est-ce qu'une entreprise comme L'Oréal, qui compte, a un rôle à jouer justement dans cette crise sanitaire et économique, en proposant des produits qui soient peut-être un peu moins chers pour aider certains Français qui ont du mal à joindre les deux bouts? Sur la crise sanitaire, on a été extrêmement mobilisés. Comme chacun, on a été évidemment très touchés par ce qui se passait. Nos employés, nos collaborateurs se sont mobilisés pour fabriquer, pour livrer les produits dont les Français avaient besoin pendant cette crise épidémique. On vend dans les produits qu'on vend, on a une marque qui s'appelle le Savon Naturel, qui est une marque de savon très importante,
importante. La coloration a explosé pendant le confinement. C'est 1,5 million de femmes qui se coloraient dans un salon et qui ne pouvaient plus aller à leur salon et qui, du coup, ont découvert la coloration à domicile. Donc, tout ça, c'était des produits éminemment importants pour les Français. Et puis ensuite, on s'est vraiment mobilisé, vraiment surtout pour tous les hôpitaux et les collaborateurs de nos partenaires distributeurs en leur donnant 2 millions de gels hydroalcooliques qui leur permettaient, comme ils étaient en première ligne par rapport à cette épidémie, ça nous semblait très important de pouvoir être à leur côté. Mais est-ce que cette crise, elle a eu une inflexion sur votre stratégie à court et à long terme? En fait, cette crise, elle accélère des tendances de fond qu'on avait déjà constatées, sur lesquelles on avait déjà beaucoup travaillé, heureusement. Donc on a parlé du bio, du naturel, Justine en a parlé aussi. C'était une tendance de fond qui précédait la crise et qui se retrouve accélérée par la crise. La digitalisation de la communication. Vous êtes une queen d'Instagram et vraiment, voilà, la digitalisation, c'était au cœur. Mais où est-ce que vous en êtes, vous, justement, à les queens d'Instagram? Vous, c'est pas parce que vous êtes hyper puissant et présent depuis des années et des années, vous pouvez pas avoir votre place sur Instagram. Pourquoi est-ce que c'est l'apanage des toutes petites boîtes? Non, aujourd'hui, toute marque est présente sur Instagram et nous, la révolution digitale, ça fait 10 ans en fait qu'on l'a menée. Pas forcément de la même manière avec une communauté aussi solide et engagée qu'elle le décrit. Ah si, par exemple, j'ai la marque NYX Professional Makeup, qui est une marque de maquillage professionnel, a 1 million de followers, extrêmement engagés, qui nous envoient en ce moment, il y a un concours de maquillage formidable et vous devriez voir la création qui existe sur ces marques. Non, je crois qu'aujourd'hui, la digitalisation, en tout cas nous, ça fait 10 ans qu'on y travaille, et puis c'est la digitalisation aussi à travers les services. Là aussi, pendant la crise, qui s'est avéré être un formidable outil, ça a été vraiment des outils de maquillage virtuel, de coloration virtuelle pour aider les gens à choisir leur teinte de coloration. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de coloration à domicile, choisir la bonne teinte, c'est quand même un enjeu majeur. Et là, on a été capable d'avoir des outils qui leur permettaient d'essayer de façon virtuelle la bonne teinte et donc de pouvoir ensuite l'acheter en ligne, en e-commerce, en ligne. Parce que l'autre très grosse accélération, qui était une tendance de fond, mais qui se retrouve accélérée, c'est le e-commerce. Le e-commerce, évidemment, ça explose avec cette crise. Et là aussi, avec nos partenaires distributeurs, le circuit Drive des Leclerc, des Carrefour, des Auchan, des Intermarchés, des Système U, ça a été vraiment un circuit très important pour les Français et on était aussi mobilisés là-dessus. Pourquoi est-ce que l'innovation, elle devient pour L'Oréal le nerf de la guerre aujourd'hui? Alors l'innovation, ça a toujours été le cœur de L'Oréal. Je pense que ça nous a défini, on a plus de 4000 chercheurs. Donc on n'est pas une période plus charnière ou plus cruciale? L'innovation a toujours été au cœur de notre métier la beauté est un marché d'offres. Donc de toutes les façons, il faut toujours être force de proposition et proposer de nouveaux produits, de faire envie aux consommateurs. Et puis, c'est aussi un marché l'hygiène beauté, c'est aussi de la science. Il y a vraiment, derrière les produits, derrière les ingrédients actifs qui fonctionnent, qui marchent sur la peau, qui marchent sur les cheveux, c'est vraiment de la haute technologie. Donc, il y a aussi beaucoup de recherche et de science. Et ce qui est intéressant dans cette crise, c'est que d'ailleurs, il y a à la fois la tendance de naturalité et de bio qui était présente, mais il y a aussi une réhabilitation de la science. Et je pense que ça, c'était vraiment utile. Alors, on va en parler avec le partenariat que vous venez de faire avec HEC et Polytechnique. Une question peut-être? Oui, comment est-ce que vous vous organisez pour répondre à des besoins aussi spécifiques avec chacun de vos produits? Est-ce que vous faites des tests justement sur vos consommateurs, sur vos communautés? Alors bien sûr, on a plusieurs niveaux de tests. On a à la fois des tests en amont dans le développement du produit, comme vous en parliez tout à l'heure. Des tests, d'abord, on commence dans des tests qualitatifs, ensuite des tests quantitatifs, où on teste vraiment avec des consommateurs. Il y a des tests scientifiques aussi qui sont menés par les labos. Et puis ensuite, on donne des échantillons de produits à des followers, à des gens qui aiment nos marques et qui nous donnent leur avis. Et puis du coup, voilà, c'est ça qui fait le lancement d'un produit. Je reviens sur l'innovation. Est-ce que vous avez le sentiment que si vous ne prenez pas de façon suffisamment puissante et forte ce train de l'innovation, la position de leader de L'Oréal, elle peut vaciller et ce serait une première? Vous réveillez le matin en pensant à ça? C'est ce qui définit, c'est ce qui fait la force de L'Oréal. C'est sûr, ça l'a toujours fait. Mais est-ce que du coup, vous en avez plus conscience? Est-ce que c'est ça votre pression quotidienne? Je pense que tous les collaborateurs de L'Oréal sont ça chevillés au corps. C'est ce qu'on aime faire. On a les moyens de le faire. On a la chance d'avoir des chercheurs formidables, des équipes très créatives. Je pense que le beau, c'est vraiment quelque chose qui nous anime. Donc franchement, je pense que c'est une deuxième nature pour nous. Alors, chercheurs formidables, très bien, mais vous allez quand même beaucoup plus loin puisque vous venez de vous associer avec 4 autres mécènes, Total, Rexel, Kering et Capgemini, pour créer un centre d'ambition mondiale, je cite, dans le domaine de l'intelligence artificielle et des sciences de données. Donc un centre qui est co-créé avec HEC et
Polytechnique, qui se trouve déjà sur le campus de Saclay, qui rassemble 300 chercheurs. Pourquoi une coopération inédite? Pourquoi un lien avec HEC et Polytechnique? C'est-à-dire que quoi, vous étiez à la traîne? Ça allait pas assez vite? Non, je pense que c'est une mobilisation aux côtés de la formation en France et de la jeunesse. Je pense que c'est un symbole très fort, je crois, de la part de ces 5 grands groupes mécènes qui financent à 100% ce centre de recherche. C'est montré. Ça veut dire qu'il n'y avait pas assez de moyens avant sur la recherche? Pourquoi est-ce que vous mettez les bouchées doubles aujourd'hui? C'est les écoles qui ont besoin aujourd'hui des entreprises pour pouvoir émerger. Aujourd'hui, ce sujet de la data et de l'intelligence artificielle, il est trusté par les universités américaines et les universités chinoises. Et force est de constater que les moyens des universités et des grandes écoles françaises et européennes sont très courts par rapport à ces grands mastodontes américains et chinois. Et donc vraiment, je pense que c'était une mobilisation de ces grandes entreprises qui sont souvent des anciens de ces écoles et qui ont envie de vraiment faire rayonner la France. L'idée, c'est un peu de créer un MIT européen à rayonnement mondial, en fait. Et donc, je trouve que c'est formidable, moi, au moment de cette crise Covid, de montrer que ces grandes entreprises, elles mettent de l'argent sur la jeunesse, sur des sujets d'avenir, pour faire rayonner la France dans une logique mondiale face à des mastodontes qui ont préempté ces sujets-là. Et il y a un enjeu majeur pour nous d'exister sur ces sujets-là. Et par ailleurs, c'est vraiment la nouvelle transformation. Je vous parlais que L'Oréal a mené une transformation digitale depuis 10 ans. La transformation qui va être des 10 prochaines années, c'est au sujet de la data et de l'intelligence artificielle. Et vous êtes inspiré du MIT, justement, puisque vous en parlez? Le MIT est un référent, évidemment, mondialement sur le sujet. Et malheureusement, il est aux États-Unis. Et pour autant, on a des étudiants extraordinaires qui sortent de Polytechnique, d'HEC, de toutes les écoles de l'Institut Polytechnique, parce qu'il y a toutes les écoles d'appli de Polytechnique qui sont aussi dans ce projet. Et ces étudiants et ces chercheurs, on a quand même intérêt à ce qu'ils restent en Europe, alors qu'aujourd'hui, certains partent aux États-Unis ou en Chine. Quelle est l'importance de la data et de l'intelligence artificielle justement au sein de produits? Alors je vois que vous avez le shampoing solide. Mais comment est-ce que vous les intégrez? Vous intégrez justement cette intelligence artificielle dans tous les nouveaux produits que vous sortez? Alors c'est dans tous les process de l'entreprise. Par exemple, en ce moment, au sein de mon équipe, on est en train de travailler sur le process des prévisions de vente, qui est vraiment un process par définition où plugger l'intelligence artificielle va permettre de gagner en productivité et en précision quant à nos prévisions de vente de façon vraiment exponentielle, en fait. Donc c'est vraiment des enjeux pour les équipes de vraiment pouvoir avoir des moyens de travail qui vont être beaucoup plus intelligents, beaucoup plus agiles, beaucoup plus performants. Donc vous gagnez en efficacité. Justine, une question. Moi, je suis complètement impressionnée par la manière dont L'Oréal réussit à développer des produits qui vont convaincre les pays du monde entier. Et donc, je me demande comment vous faites... Early adopters. Oui, les early adopters. Nous, c'est hyper inspirant pour nous de voir ce modèle-là. Comment vous faites pour vous assurer de répondre aux besoins spécifiques de chacun des produits? Est-ce que c'est un produit universel qui va pour tous les pays? Alors, on a des centres de recherche dans la plupart des grandes plaques géographiques. On est au plus près de nos clients. Les équipes marketing, on a des équipes marketing dans quasiment chaque pays. Ouais. À l'origine de ce groupe, c'est vraiment la recherche et le marketing. Donc, on a des équipes vraiment de grande qualité dans chacun de ces grandes plaques géographiques et on adapte les produits. On est très à l'écoute. On a des consommateurs locaux. On a des centres de recherche localement. On a des laboratoires localement et on développe les produits qui fonctionnent et qui sont nécessaires pour chacun des pays. Et puis parfois, il y a des tendances. Ouais. Il y a des tendances. Je pense par exemple à la BB Cream, qui est une tendance coréenne à l'origine, qui avait fait un raz-de-marée il y a quelques années en Europe. Et puis ça marche dans l'autre sens aussi. Le bio, toutes les tendances naturelles de bio sont plus européennes aujourd'hui et vont avoir un rayonnement en Chine, par exemple. Et est-ce qu'un produit comme le shampoing solide va se déployer dans le monde entier? Alors absolument. Voilà, celui-là, c'est un shampoing que nous avons créé en France. Ultra Doux va arriver aussi. Donc voilà, c'est Dop aux œufs. Voilà, je vous le présente. Donc Dop aux œufs, qui est un shampoing patrimonial qui a des dizaines d'années, qui arrive donc maintenant en format solide, en forme d'œuf. Ultra Doux va arriver et va être lancé partout en Europe, par exemple. Dernière question, il nous reste 30 secondes. Oui. Très très rapidement, votre politique sur le recyclage, la lutte contre le plastique. Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous voyez les choses dans les années à venir? Il y a des initiatives menées par de jeunes entreprises ou start-up comme Respire, que j'apprécie beaucoup, qui font carrément des journées pour lutter contre ramassage de déchets, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous permettrait de coller encore plus aux attentes de vos consommateurs, que vous pourriez initier? C'est une mobilisation totale dans nos équipes, qui prend des choses très concrètes. Ce shampoing solide, il a 0 plastique. Donc ça commence par ça. Notre première marque de shampoing, vous continuez à vendre du Elseve ou notre première marque de Elseve du Garnier dans des bouteilles en plastique. 100% recyclé
recyclés en ce moment. Voilà, la marque est passée en 100% de flacons recyclés. On a pris l'engagement aussi au niveau du groupe d'ici 2030 que 100% des packaging plastiques viennent de plastique recyclé ou biosourcé. Donc c'est des engagements qui sont très forts. Il y a un enjeu d'organiser la filière de recyclage, parce que pour pouvoir utiliser du plastique recyclé, il faut que les gens recyclent les bouteilles d'eau, etc. Et donc ça aussi, on est très acteurs de cette filière. Merci beaucoup Céline Brucker, merci d'être venue sur ce plateau. Justine Hutto, cofondatrice de Respire. Vous restez avec nous, Smart Stories continue. On va parler digital, livraison et alimentaire avec le fondateur de La Belle Vie. Et on enchaîne avec SmartView et vous, Paul, les cofondateurs de La Belle Vie, soyez le bienvenu sur le plateau de Smart Stories. Et on retrouve Chiara De Andris avec Les Petits Cracks. Bonjour Chiara. Bonjour Capucine. Aujourd'hui, je suis vraiment très contente parce que j'adore les voyages et vous nous emmenez en Arctique pour nous parler d'un concept de co-living. Alors, vous avez l'art de nous dénicher des entrepreneurs originaux, mais là, vous faites très fort. Et oui, l'endroit dont je vais vous parler fait partie des espaces de co-living les plus atypiques du monde. Pouvoir travailler, mais aussi surfer et même skier dans un même endroit, c'est aujourd'hui possible. À 23 ans, Rolf Oftedal et Stian Morel, deux jeunes entrepreneurs norvégiens, ont transformé un ancien refuge de pêcheurs sur les îles Lofoten en plein milieu de l'Arctique en un espace de coworking et de co-living qui s'appelle Co-Arctic Work Lounge. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont arrêté leurs études. Enfin, juste après leurs études, ils sont partis s'installer là-bas. Ils ont tout construit seuls pendant 6 mois sans l'aide de personne parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour être financés. Et en fait, c'est un endroit atypique, donc inédit, mais qui partage quand même les codes des espaces de co-living plus classiques qu'on connaît, donc une cuisine, un salon commun et des espaces dans lesquels sont proposés différents types de workshops, souvent liés à l'écologie et à l'environnement. Donc c'est vrai que s'il y a un an, se dire qu'on allait partir travailler à l'autre bout de la Norvège pouvait paraître abstrait, voire inimaginable. Aujourd'hui, ça a du sens d'un point de vue écologique, mais aussi économique. Et justement, selon les Échos, 40% des gens aimeraient continuer à travailler au moins partiellement en télétravail. Et c'est cette cible-là, les digital nomades, que ces deux entrepreneurs tentent de toucher. C'est eux qui m'ont appelé et c'est eux qui ont tenu à m'expliquer à quel point, depuis le confinement, depuis la crise du Covid, le marché du co-living était plus que jamais un marché d'avenir pour les jeunes entrepreneurs. Donc le co-living, il a un véritable futur. Il a un véritable futur et en fait, depuis la crise du Covid, leur business a pris un nouveau tournant. Leur chiffre d'affaires a quasiment doublé par rapport à l'an dernier, alors que comme nous, la Norvège a quand même vécu 2 mois de confinement, donc c'est quand même assez impressionnant. Ils ont un mantra. Ils ont un mantra, c'est Think Big, Act Small. Et en fait, ils se sont rendus compte que non seulement avec l'essor du télétravail, mais surtout avec le confinement, le Covid et cette prise de conscience écologique, en fait, le système du co-living était un système qui, par essence, était respectueux de l'environnement. Paul, juste un rebond, ce mantra, qu'est-ce qu'il évoque chez vous ? Ça vous correspond ou pas ? Oui, ça évoque beaucoup de choses. C'est d'abord maîtriser son environnement local, mais ça n'empêche pas d'avoir beaucoup d'ambition, une ambition mondiale. Donc c'est un peu comme sur La Belle Vie, on est en Ile-de-France et en France, mais ça n'empêche pas de rêver d'Europe. Alors La Belle Vie, on va quand même refaire un petit flashback. Aujourd'hui, c'est 7500 produits référencés sur le net, une levée de fonds en sortie de confinement, des partenariats avec tout un tas de marques tendances. Vous vous imposez comme le nouvel acteur qui compte, qui bouscule un peu le marché du shopping alimentaire en ligne. Une levée de fonds de plus de 11 millions d'euros en sortie de confinement parce que cette période, elle a été vraiment inédite parce que vous avez pu récupérer beaucoup de clients, de consommateurs pendant le confinement. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas récupéré, on a accepté beaucoup de clients parce que certains. C'était des nouveaux clients, puisque j'en fais partie. Des nouveaux clients. Je suis très heureux. En fait, on a accepté beaucoup de nouveaux clients parce qu'on avait une logistique qui le permettait, contrairement à des concurrents qui avaient des logistiques qui sont un peu vieillissantes. Nous, notre logistique est complètement nouvelle, avec une gestion d'entrepôt qui est nouvelle. Et donc, du coup, avoir un pic de commandes et accepter plus de 400% de croissance en 10 jours, c'est exceptionnel et on a été les seuls à le faire. Comment est-ce que vous allez les chercher, ces nouveaux clients ? Comment est-ce qu'ils arrivent chez vous ? Est-ce que vous les recrutez ? Est-ce que vous les achetez ? Alors, on les recrute, on les achète, mais surtout sur La Belle Vie, ces 5 dernières années, on a eu un gros bouche à oreille. Et je pense que c'est le plus important en fait dans un business, c'est d'être recommandé par nos clients qu'on a envie de chouchouter. On préfère cette façon d'acquérir les clients que de les acheter, même si évidemment dans l'internet il faut avoir du marketing à performance. Mais le plus important d'un business, c'est de voir ce qu'on appelle le key factor, c'est-à-dire le facteur de bouche à oreille. Il est très élevé chez vous. Ça va très vite, ça peut aller trop vite. Vous avez du mal à tenir certains délais de livraison, à acheminer les produits parce qu'ils ne sont pas en stock. Est-ce que vous avez le sentiment de vivre une crise de croissance ?
Avec un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 4. Exactement, avec un chiffre d'affaires qui multiplie par 4, mais aussi une rétention client. Évidemment, tout n'est pas parfait, on est encore une jeune start-up et on apprend au jour le jour, on apprend nos échecs et je pense qu'apprendre de nos échecs, ça fait partie d'une start-up et c'est comme ça aussi qu'on peut la définir. Tout n'est pas parfait, mais on sent que nos clients sont encore ici, encore chez La Belle Vie, après le Covid. Ils ont découvert un site qui est sympa, agréable, de bons produits, et malgré parfois des petits couacs, il y en a, mais la grande majorité se passe bien, ils sont encore là, ils nous le pardonnent parce qu'on est là, on leur fait gagner du temps en fait. Comment est-ce que vous vous démarquez de la concurrence? Qu'est-ce que vous apportez de plus? Est-ce que c'est l'expérience client? Parce que ce marché, il est ultra concurrentiel. Alors oui, c'est l'expérience client. L'expérience client, elle commence déjà avec une livraison qui est rapide. Elle peut être en moins d'1 heure sur Paris, mais en général, ça joue. 3 heures. Ça joue évidemment parce que l'achat et les courses ne deviennent plus une corvée, mais le plaisir. On voit, on achète et on l'a très rapidement. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on a beaucoup de produits frais. Contrairement à beaucoup d'e-commerçants en ligne qui font des courses, nous, on a un vrai primeur avec une centaine de fruits et légumes, c'est très rare, des belles herbes, une vraie boucherie avec plus de 50 pièces différentes. On n'a pas que des steaks hachés, on a des paleros, on a vraiment et de la belle viande, de la viande maturée, on a une vraie fromagerie avec peu de son fromage AOP. En fait, on a, sur les 7500 produits que vous disiez, on a plus de la moitié, enfin quasiment la moitié, qui sont des produits frais. Et ça, c'est complètement inédit dans le e-commerce alimentaire. C'est comme ça que vous marquez votre différence. Chiara. Par exemple, des entreprises comme Frischti proposent aussi des produits très frais. Et des plats cuisinés, ce que propose La Belle Vie. Exactement. Tout à fait. Donc vous êtes en concurrence. Ce qui fait votre force, c'est quoi? C'est votre rapidité? Non, c'est pas notre rapidité. En fait, ça va être la complétude de notre catalogue Frischti. Enfin, je ne parle pas de mes concurrents, mais on a un catalogue de 7500 produits. Chez nous, vous pouvez faire vos courses complètes. En fait, finalement, notre vraie concurrence, ça va être les retailers classiques. Vous pouvez, à la fois du Frischti et de l'épicerie. Exactement. En fait, c'est un mix entre Frischti et mais c'est vrai que c'est un concurrent de plus. Alors, entre les Carrefour, Shop et les Frischti, finalement... Uber Eats, maintenant, qui propose tous les concurrents que vous venez de citer, enfin, nos confrères, en fait, La Belle Vie, c'est un mix de tout ça. Et c'est plus agréable d'avoir une application qui vous lit tout ça en même temps que d'avoir plusieurs applications qui vous livrent à des moments différents. C'est-à-dire que sur La Belle Vie, vous savez que vous avez 1, 2, 3 heures devant vous et vous faites vos courses, vous faites vos plats préparés pour la semaine, pour la soirée, vous faites toutes vos courses. Et ça, c'est très pratique. Et ce qui nous différencie aussi de nos clients, c'est ce que nos clients aiment. Paul Lé, pour cette seconde levée de fonds dont on parlait, ce sont des spécialistes de l'alimentaire qui ont injecté de l'argent. Qu'est-ce que ça va changer et concrètement, à quoi vont servir ces 11 millions? Sur quoi est-ce que vous allez investir? Alors déjà, sur le choix de nos partenaires financiers, c'est évidemment des gens qui connaissent ce qu'on appelle la food tech et la food en général. Et ils vont nous permettre d'accélérer sur notre savoir dans ce métier-là. Enfin, nous, on a créé notre start-up de manière complètement candide. On n'est pas des spécialistes du retail, on n'est pas des spécialistes du food, mais on l'a fait par plaisir, par passion et surtout par frustration parce qu'on n'avait pas d'autres services à côté. Donc, on le fait vraiment au jour le jour en découvrant de nouvelles choses tous les jours. Et cette levée de fonds, elle va nous servir à muscler notre logistique, à muscler notre technologie, parce qu'on est quand même une boîte qui fait de la technologie. On a un logiciel propre. C'est grâce à ce logiciel-là qu'on arrive à orchestrer toutes ces livraisons-là, tous ces produits-là. C'est la durée de vie des produits, la connexion avec les fournisseurs. C'est un logiciel qui est propre et qui est totalement unique en Europe et peut-être dans le monde en fait. Dernière question, très 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 rapidement, vous créez des partenariats avec des marques pointues, type June, la grande épicerie de Paris. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans votre chiffre d'affaires et vers quel type de marque est-ce que vous pourriez vous tourner? Vous avez 30 secondes. Alors, en termes de chiffre d'affaires, ça doit représenter un peu moins de 20%, mais en tout cas, c'est une reconnaissance d'acteurs comme la grande épicerie qui sont là depuis quasiment plus d'une centaine d'années et qui se disent le digital c'est un vrai métier, nous on ne sait peut-être pas faire, on va essayer de le faire avec eux parce qu'ils ont une idée, ils ont un service qui plaît et ça va leur permettre aussi de toucher plus de clients parce que nous on livre Paris, Île-de-France mais aussi toute la France en 24 heures. Vous avez répondu en 25 secondes, donc je vous félicite. Merci. Et je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Vous êtes le cofondateur de La Belle Vie. Merci Chiara. Merci. On se retrouve la semaine prochaine, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles histoires.